Bonjour et bienvenue dans cette émission du 31 août 2023 sur cette web TV où je vous présente de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Cette émission sera l'avant-dernière de la série Covid non censurée et nous arrivons évidemment dans le plus important, la réponse aux deux questions « Quoi ?» et « Qui ?» À quoi avons-nous eu faire ? Nous savons aujourd'hui que l'épidémie de SARS-CoV n'était pas plus grave qu'une épidémie de grippe annuelle. Et donc, pourquoi a-t-on mis la planète sens dessus-dessous ? Pourquoi l'OMS en a-t-elle fait une urgence planétaire pandémique alors que ça ne correspond à rien des caractéristiques réelles de l'épidémie ? Et donc, l'hypothèse à ce stade, ça va être le sujet des deux émissions qui nous restent, est celle que nous avons en réalité fait face à une opération criminelle et à un possible coup d'État planétaire. Selon toute probabilité, je vous rappelle que mon travail d'anthropologue est d'observer attentivement le réel, de trouver un certain nombre d'indices ou d'indicateurs et de formuler des hypothèses vraisemblables pour expliquer ce à quoi nous avons affaire, ce que nous voyons. L'explication sanitaire, on a bien réagi à un problème sanitaire X ou Y, ou même il y a eu un coup monté des pharma et des gouvernements pour faire plein de fric, comme ils savent le faire en tirant profit de cet événement, sont insuffisants comme hypothèse. Ça ne peut pas expliquer l'entier de ce que nous avons vu, et donc c'est mon travail d'aller plus loin, tout en sachant que je n'ai pas de certitude définitive, je travaille avec des hypothèses. Faisons toutefois un rapide point de situation. Qu'avons-nous observé ? Tout d'abord, une terreur mondiale qui s'est installée avec du terrorisme d'État. C'est-à-dire que les gouvernements ont joué délibérément la carte de faire paniquer la population, ce qui est interdit, à la fois par rapport au droit de la santé, par rapport au droit tout court, y compris le droit pénal, au droit constitutionnel, mais aussi les bonnes pratiques en santé publique. Avec une ingénierie sociale qui a rendu les populations de nos pays folles. Alors, je vous donne un exemple anecdotique, comme ça, pittoresque. Vous voyez, ce sont les parlementaires suisses à l'Assemblée nationale, réfugiés derrière des petits paravents de plexiglas, et qui s'imaginent faire ce qu'il faut pour lutter contre la propagation du virus. Et c'est de la folie furieuse. Déjà, la distanciation sociale n'est démontrée par rien. Que vous soyez à 30 cm, à 3 mètres ou à 12 mètres de quelqu'un, ça ne change rien à vos risques d'être infecté. Et si en plus vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas de symptômes, ce risque est carrément nul. Mais donc, vous avez des gens qui sont notre représentation nationale, ceux qui décident des lois, qui se sont comportés d'une manière complètement stupide. Mais évidemment que ce ne sont pas non plus des spécialistes de la question, donc que s'est-il passé ? Ils se sont tournés vers des experts de plateaux corrompus et des médias malhonnêtes qui leur ont dit quelque chose, et donc ça résulte dans cette bouffée de superstition, avec vraiment des choses, mais qui relèvent du surréalisme ou du théâtre de l'absurde. Je vous réserve un très court extrait de Jean Castex, on pourrait en citer des heures et des heures de ce que les uns et les autres ont dit, mais déjà, cet extrait à lui seul vaudra l'éternité à son auteur, pas exactement dans le registre, j'imagine, où il l'aurait espéré. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Et vous voyez un épidémiologiste de plateau avec lequel Dieu sait si je n'ai pas été toujours d'accord, mais là, alors 100% d'accord avec lui, Martin Blachier a même dit une fois, on dirait aux gens de marcher avec un pneu sur la tête, ils le feraient. Et donc les parlementaires suisses que je vous ai montrés, s'ils avaient été convaincus que porter un pneu sur la tête ralentirait la progression du terrible virus, on aurait des photos d'eux avec des pneus sur la tête, et plus aucun moyen pour ces gens-là, pour cette vision du monde, Weltanschauung, dit-on en anthropologie, d'avoir aucun indice qu'ils sont peut-être en train de délirer. Et c'est là où nous avons été dans ce renversement, cette bouffée délirante collective, enfin bouffée elle dure, ce délire collectif correspondant à ce qu'on connaît par ailleurs, selon les termes de Jean Baudrillard, comme l'hyper-réalité. C'est-à-dire que les gens que je vous montre, qui sont en délire, habitent une autre réalité que la réalité réelle, mais pour elles, cette réalité fausse a la même apparence de vérité que celle qui existe en réalité.
Et vous voyez Martin Kulldorff commentant la manière dont aujourd'hui encore il est impossible de convaincre les journalistes, les politiciens et les experts qui ont dit l'inverse, que le masque n'est pas utile en population générale. Il dit que les données probantes de la science ne peuvent pas surpasser ou inverser la foi religieuse des gens qui sont dans la compulsion du masque. Et ça serait tentant de les comparer à des villageois au Cambodge qui ont érigé des totems devant leur hutte pour se protéger du coronavirus, mais, dit-il, ça serait en fait irrespectueux envers ces villageois. Parce qu'on est dans le même ordre de superstition absolument absurde, mais d'une manière qui se part de la scientificité et de la raison, et là, évidemment, que ça devient redoutable. Une superstition assumée comme superstition, ma foi, c'est une superstition. Mais là, on fait passer de la superstition pour de la science, et de manière, mais de nouveau, psychopathologique à l'extrême. Donc, par exemple, un soi-disant journaliste scientifique du média en ligne Heidi News qui ose se décrire eux-mêmes comme les scientifiques de l'info, vous voyez le degré d'imposture, a répondu dans un tweet, par exemple, à un internaute je pense que vous êtes en anti-masque, donc en décalage avec les évidences scientifiques, donc le texte sacré, et 99,9% des experts qualifiés. Pas beaucoup plus à en dire, bonne journée. Du style, vous êtes dans la superstition, moi avec 99,9% des experts, je suis dans la science. Mais donc, ce monsieur délire complètement. Il délire complètement. Il a lu aucune étude, il n'a compris aucune étude, il ne sait pas quel est l'état de la science. Enfin, ça va loin. Vous voyez, à l'époque du Lancet-Gate, cette pure escroquerie paru pour torpiller la chloroquine, il s'était exprimé, mais au mois de juin, donc on était déjà pas mal de jours après, en donnant la parole à un expert qui a dit « Oui, la perversion de la pharma existe, c'est vrai qu'il y a des magouilles, c'est pas un univers complètement blanc comme neige, mais elle ne va pas jusque-là. » Donc, ce monsieur qui se présente comme journaliste scientifique a couvert une truanderie obvie dont n'importe quelle personne qui sait lire la science repère en moins de 10 minutes que ça ne peut être qu'une escroquerie. Évidemment, le crépuscule de François à l'aube des complotismes, le même Heidi News. Je rappelle que Le Monde a été condamné pour avoir tenu des propos comme ça, donc on est vraiment dans l'insulte et le dénigrement, mais dans rien qui ressemble à de la pensée. Et puis, voyez d'autres titres intéressants de Heidi News. Quand Elon Musk a racheté Twitter, suspendu des comptes de journalistes, mais il faut préciser qu'il avait donné ses itinéraires de voyage. Donc il disait, mais attendez, pour ma sécurité, je veux pas qu'on sache qu'à 10h59, je serai à tel endroit. Donc c'était pas du tout de la censure idéologique. Et voilà comment Heidi News décrit Elon Musk, ayatollah autoproclamé de la liberté d'expression. Donc quand vous voulez qu'il y ait une liberté d'expression dans le cadre de la loi, vous devenez un ayatollah. Donc voilà, c'est juste dire le niveau de malhonnêteté de ce travail-là, et après, avec ces inversions accusatoires typiques, donc Heidi News, écoutez bien, a osé se plaindre face au harcèlement de la complosphère que subissent nos journalistes. Une seule ligne, rapporter les faits, les vérifier, les éclairer à l'aide d'experts. Oui, comme Antoine Flao, comme Didier Pittet, comme ce monsieur qui vient expliquer que non, le Lancet-Gate, ça n'est pas la perversion de l'industrie pharmaceutique. Non. Enquêter ce qui n'est pas connu, faire preuve de transparence. Vous voyez, ils osent se poser en victime. Ce qui m'a conduit à nommer la réalité du mal dont ils souffrent. C'est que c'est un média hors sol, sans lectorat, aliéné à des intérêts, véreux, qui s'est assis sans vergogne sur la déontologie journalistique, et évidemment qu'à mépriser les faits, l'honnêteté intellectuelle et le public, le lectorat, on ne peut récolter que le fruit amer de la perte de confiance et du désintérêt des lecteurs. Et cette inversion accusatoire, c'est un des grands motifs du totalitarisme et de la perversité. Un autre exemple en passant, Rudi Reichstadt, donc directeur de Conspiracy Watch, qui n'a aucune qualification, c'est un employé de mairie à l'origine. Alors, on peut être autodidacte et très bon, donc le problème n'est pas là, mais qui n'a fait qu'un travail de dénégation et de camouflage des crimes, des pires crimes en cours, notamment dénier systématiquement le fait que la pédocriminalité soit un problème, nier systématiquement les complots d'État, nier systématiquement le fait que Big Pharma truque, escroque et corrompt, en bavant sur les gens et en menant des campagnes, mais abjectes de destruction de réputation. Et puis après, lui, il dit « Ah, mais on s'en prend à moi avec des amalgames, des mensonges, des fausses infos. »
hein, et notamment, il a touché des fonds du fonds Marianne, qui n'étaient pas du tout prévus pour ça, par copinage de la gang macronienne dans les bons papiers de laquelle il se trouve, et parce qu'on a incriminé le fait qu'il ait touché indûment de l'argent qu'il n'aurait pas dû toucher pour faire son travail dégueulasse, il vient dire « Ah, c'est vraiment pas gentil ». Vous voyez, c'est ces inversions accusatoires tellement caractéristiques. Alors Martine Wöhner, pas plus tard qu'hier, a fait l'objet évidemment d'un article de dénigrement du Blick. Blick, qui est ce tabloïd de caniveau suisse, qui a magouillé avec le conseiller fédéral pour tromper le gouvernement et la population. Vous voyez, les dernières révélations disent que le rapport des parlementaires serait accablant. Et le Blick, c'est la pointe, convoque un type, Steve Claude, qui est un pharmacien de fond de province. Il a une pharmacie, grand bien lui fasse, il y a beaucoup de pharmaciens tout à fait respectables, mais qui depuis 3 ans vomit sa bile sur les réseaux sociaux d'une manière injurieuse et profondément diffamatoire. Donc, par exemple, il avait un soir dit « Je crois que j'ai traité Raoul de connard sur Twitter hier soir, j'avais bu quelques bières ». Mais attendez, un pharmacien qui traite le plus grand microbiologiste au monde de connard, et de surcroît en ayant systématiquement fait de la délation envers l'ordre des médecins pour tous les médecins qui osaient exprimer des doutes quant à l'injection génique. Et donc le Blick va chercher cette personne très problématique psychologiquement en disant « Voilà ce que dit l'expert ». Alors un autre exemple que j'avais cité, je me permets de développer ça, vous voyez, parce que c'est important qu'on continue de voir le plus clairement possible ce dans quoi on est. Donc le Temps, qui a été un quotidien prestigieux, il faut quand même le rappeler, a présenté un jeune scientifique qui a participé à la fraude Fiolet. L'étude Fiolet, c'est le pendant du Surgisphère du Lancetgate. C'est-à-dire quelques mois plus tard, il y a des jeunes doctorants qui ont publié une étude truquée, bidon, commanditée par des pontes de la corruption systémique, et un des auteurs est ce Mathieu Rebaud, qui est présenté comme ça par le Temps. Figure de la science francophone sur Twitter, il pourfend les pseudosciences comme il aime les chats. Bon, tant mieux pour lui, avec tout son cœur. C'est bien, il a du cœur. Ce qu'on sait moins, c'est que, bon, etc. Puis quand on se penche sur la production en ligne de ce monsieur, écoutez, je vous laisse en prendre connaissance, je vais éviter d'écorcher ma bouche en prononçant ce qu'exprime ce type publiquement par rapport à d'autres personnes. Et donc, je vous pose la question, un journal qui a été crédible, qui promeut une figure comme ce monsieur, qui manifestement souffre de troubles de l'agressivité, de propos scatologiques et probablement d'un syndrome Gilles de la Tourette. Vous savez, c'est ces gens qui ne peuvent pas s'empêcher de dire des insultes grossières et donc, je crois qu'il n'y a pas de meilleur exemple pour mesurer la bouffée délirante dans laquelle on est. De voir que, soi-disant, un bon journal va convoquer des choses pareilles pour avancer des propos qui sont faux. Et les médias, aujourd'hui, sont devenus harceleurs, très gravement, mais évidemment pas de manière anodine, parce que la finalité de ça, Martin Kulldorff a cité Hannah Arendt, laquelle écrivait « Le sujet idéal du régime totalitaire, ça n'est pas le nazi convaincu ou le communiste convaincu, mais des gens pour qui la distinction entre réalité et fiction, la distinction entre le vrai et le faux, mais aussi entre l'acceptable et l'inacceptable, n'existe plus. » Et donc, nous sommes dans ce délire paranoïaque caractéristique de la structure totalitaire, où le Temps peut donner la parole à un monsieur ordurier qui ne se contient pas et qui est juste dans une bouffée délirante, scatologique et injurieuse. Et puis, sachant que la finalité de la dérive totalitaire, c'est toujours d'aller jusqu'à l'autodestruction et à la guerre. Alors, je vous donne la référence d'une émission qui s'est produite début janvier 2022, où nous étions toute une brochère d'intervenants pour parler de la manipulation des foules et de la psychologie. Et Aaron Biran a fait cette remarque au cours de son intervention, qu'on peut mettre en parallèle avec la manière forcenée dont Emmanuel Macron, mais aussi les dirigeants occidentaux, montent dans l'escalade de la violence en Ukraine d'une manière qui nous met à risque.
d'entrer dans un conflit ouvert sans mandat populaire, sans que les populations soient d'accord, en ne respectant pas les règles constitutionnelles et institutionnelles. Et donc, on mesure vraiment la gravité, la sévérité psychopathologique délirante de la situation dans laquelle nous sommes. Donc, si ça n'est pas une question sanitaire, qu'en est-il réellement ? Et j'aimerais en préambule mettre en volet un autre motif qui est caractéristique des manipulations totalitaires, et notamment celle que tout ce que je vais vous présenter maintenant est accessible ouvertement. Il n'y a rien qui soit le fruit d'une interprétation de ma part. Tout ça existe, peut être vu et entendu, et pourtant, quand nous relevons que ça a été dit ou qu'on l'a vu, nous nous faisons instantanément traiter de complotistes par toute la clique au service de la corrupte sphère. Et en fait, ça nous met dans un motif psychologiquement extrêmement intéressant qui est connu en psychanalyse, qui est celui de la lettre volée, selon la nouvelle du même titre d'Alan Edgar Poe. Et dans cette nouvelle, il y a un document extrêmement compromettant pour des affaires de mœurs, mais qui touchent au sommet de l'État. Il est vraisemblable que ce document a été caché dans une maison en particulier, et pourtant les services ont fouillé, et personne ne l'a trouvé. Et un inspecteur de police particulièrement sagace est mis sur le coup, et lui trouve le document vite et bien, en ayant simplement cherché là où personne n'avait pensé chercher, c'est-à-dire en pleine lumière. Les services avaient fouillé tous les endroits où on pouvait cacher un document compromettant, et lui s'est dit, si on ne l'a pas trouvé là, c'est que c'est l'inverse qu'il faut supposer, et donc il a regardé les documents qui étaient posés très en évidence sur le buffet de l'entrée de la maison, c'est-à-dire devant lequel tout le monde passait tout le temps, en disant, le coupable a dû se dire, personne n'ira jamais regarder à cet endroit. Et donc, tout ce que je vais vous présenter, ce sont des choses qui ont été dites, qu'on peut documenter, mais quand nous les présentons en disant « regardez », on tombe sur le travail, comme M. Reva de la radio-télévision suisse qui dit « oui, alors ils vont incriminer Bill Gates et George Soros. Oh, oh, oh !» Eh ben oui. Et donc, je rappelle quand même le travail de Peter Bregging, qui est un des psychiatres les plus respectés au monde. C'est une référence en psychiatrie, notamment dans l'éthique et l'humanité de la psychiatrie. Et qui, lui, vient d'écrire ce livre « Les prédateurs globaux et le Covid-19 », où il montre, là encore, document à l'appui, qu'il n'y a pas juste eu l'exploitation d'une pandémie à des fins lucratives ou crapuleuses, mais qu'il y a un véritable plan directeur que les prédateurs mondiaux ont élaboré 10 ans avant la pandémie, un plan visant à réorganiser le monde au nom de la santé publique. Et donc, c'est la description d'ouvrages des milliardaires, des agences gouvernementales, des fonds géants et des industries majeures ont collaboré des années à l'avance pour jeter les bases de ce qui allait devenir l'opération Warp Speed, donc la génération des injections ARN messager, et la grande réalisation, le Grand Reset de 2020. Tout cela est révélé, les groupes et les individus sont nommés et leurs plans pour l'avenir sont documentés. Donc, c'est l'histoire de la lettre cachée. C'est ce que je vous dis, tout est visible, mais dès qu'on l'évoque, on se fait attaquer impitoyablement. Et donc, l'hypothèse que nous devons garder à l'esprit aujourd'hui, c'est qu'il y a une tentative de putsch mondial à partir de l'OMS. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui que l'OMS et l'Europe, mais avec le soutien des fondations Gates et Rockefeller, veulent mettre en place un certificat numérique sanitaire mondialisé avec comme objectif de pouvoir traquer et, le cas échéant, interdire les déplacements, et évidemment avec une opportunité dans le sens du crédit social. Et tout ceci, bien sûr, nous est présenté sous un jour extrêmement bénéfique. La Commission européenne et l'OMS lancent une initiative historique en matière de santé pour renforcer la sécurité sanitaire mondiale. Qui pourrait être contre le fait de renforcer la sécurité sanitaire mondiale ? Mais heureusement, la gouverneure du Nouveau-Mexique a relevé que la phrase « pour votre sécurité » für ihre Sicherheit a été systématiquement utilisée par les nazis pour imposer tout ce qu'ils ont imposé. Même le fait de créer des ghettos pour les juifs était fait pour la sécurité des juifs et des Allemands. C'est pour votre sécurité. Donc, on est dans les grandes lignes très banales de la propagande
qui renverse, c'est toujours de nouveau l'inversion, alors pas accusatoire, mais propagandiste. Alors je vous ai par exemple trouvé une affiche de Pétain et Hitler, hein, le maréchal et le libérateur, lutter avec nous pour la paix et pour l'égalité des droits. Et puis, tous ceux qui s'opposaient à ça étaient des espions, des traîtres et des saboteurs, on dirait aujourd'hui des complotistes. C'est-à-dire que tous ceux qui essayent de signaler le danger et la nature problématique des choses, nous faisons attaquer. Et donc, pendant qu'il y a un ensemble de diversions, l'OMS continue de promouvoir un traité mondial sur les pandémies qui lui donnerait une autorité contraignante sur les États. Et donc, Virginie Joron, députée européenne, le souligne, de prendre le contrôle sur les politiques de nos pays, conduisant à un système centralisé mondial financé par les entreprises privées et corrompues. Je rappelle que la collusion entre les États et les grandes entreprises, c'est le fascisme, et mondialisée, avec cette obsession très suspecte par rapport à l'injection ARN messager. Vous savez que maintenant, ils veulent mettre des vaccins ARN dans l'eau de boisson, dans les aliments, les pulvériser dans l'atmosphère. Ils sont en train de généraliser ces pratiques dans le bétail, avec des effets inconnus quant à la consommation. Donc, pourquoi sont-ils obsédés à ce point par le fait de faire triompher une technologie qui n'est pas mûre et qui présente des risques? Au même moment, l'ONU, élabore un protocole d'urgence en cas de choc mondial, pandémie, climat, par lequel les libertés peuvent être suspendues indéfiniment. Et donc, des juristes alertent en disant « Nous assistons à la constitution d'une forme tyrannique de gouvernance mondiale ». Dans le même temps toujours, l'ONU annonce que Klaus Schwab et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont signé un accord pour accélérer l'agenda 2030. Mais qui a demandé, quelle population au monde a demandé aux dirigeants d'accélérer un agenda qui n'a pas été choisi, et avec notamment un leadership mondial de cette évolution, piloté par le World Economic Forum, qui est un syndicat des plus riches du monde, et des plus sociopathes du monde, accessoirement. Et du personnel politique, on a tous en mémoire la phrase de Nicolas Sarkozy, qui disait « Nous irons tous ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer ». Donc ce qu'il nous dit, l'ancien président de la République française, c'est que nous ne sommes plus maîtres de notre destin, mais tous les Français le savent depuis un funeste jour de 2005, où la décision très claire du peuple français a été complètement piétinée par les élites qui prétendent nous servir, et dans le sens, alors je vous ai trouvé un article en allemand pour celles et ceux d'entre vous qui sont germanophones, c'est un groupe de juristes suisses qui souligne que le traité pandémie de l'OMS désactiverait par hypothèse s'il était adopté notre constitution. Donc c'est un coup d'État. Et avec un syndicat de criminels économiques à la manœuvre, qui disent de la manière la plus claire qui soit, nous sommes très fiers parce que nous avons pénétré les gouvernements du monde entier. Et Klaus Schwab, mais de nouveau, la lettre cachée, dit oui, alors au Canada, on a le Premier ministre et ça, on est très content, Macron, il fait notre agenda en France, et nous contrôlons les différents gouvernements du monde entier. Est-ce que ça pose un problème institutionnel ou politique? Et puis en 2010, dans un rapport du World Economic Forum, Klaus Schwab a dit très ouvertement un monde globalisé et mieux gouverné par un petit groupe choisi, petite coalition d'entreprises supranationales, de gouvernements incluant les structures de l'ONU et d'un nombre choisi d'organisations de la société civile qui deviennent les acteurs dominants d'un nouveau système. Et récemment, dans un échange avec un des responsables d'Alphabet, la maison mère de Google, il a dit « mais on n'a plus besoin d'élections ». Puisqu'on peut prédire le résultat, en fait, il n'y a plus besoin d'élections. L'intelligence artificielle peut rendre caduque le fait de consulter la population, vu qu'on sait ce qu'elle veut. Alors, cela dit, ça ne change pas grand-chose. Comme nous disait Coluche, si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Et c'est ce qu'on voit. Nous avons déjà été dépossédés de notre pouvoir d'agir et de décider pour nous-mêmes les orientations politiques et le monde futur que nous voulons.
Mais de nouveau, il s'agit de bien voir à qui nous avons affaire. Yuval Harari, qui est une des éminences grises et âne damnée de Klaus Schwab, lui dit « Les théoriciens du complot, c'est-à-dire nous, doivent être éliminés. Il faut les exclure de la sphère publique pour qu'ils ne puissent contaminer personne avec leurs idées. Je rappelle que nous rappelons le réel. » Il a des drôles d'idées, comme le fait de réécrire les textes sacrés avec l'intelligence artificielle. Bah oui, tant qu'à faire, hein. Et puis, bien sûr, que ces gens-là trouvent que les médias et Internet ne sont pas assez efficaces pour imposer leur doxa, leur vision du monde, pour formater les pensées et les comportements. Et donc, ils mettent en place des centaines de milliers de guerriers de l'information dans des structures dédiées pour contrôler l'entier d'Internet et des médias. S'exprimant récemment au Forum économique mondial, la responsable du département des communications globales des Nations Unies a admis qu'elle collaborait avec Google pour obstruer l'accès à toutes les publications qui contestent le réchauffement climatique. Donc non seulement vous n'avez plus le droit de ne pas croire dans le réchauffement climatique, croire en la science est obligatoire. Alors, on est en pleine absurdité, mais en plus, vous ne pourrez plus avoir accès à des contenus qui argumentent en ce sens. Et de nouveau, toujours sous les prétextes du bien et l'inversion accusatoire. Donc, quand le nouveau règlement européen qui réintroduit la censure a été adopté, Ursula von der Leyen, personne très digne de confiance et à l'intégrité admirable, comme nous le savons tous, dit voilà, nous apportons nos valeurs civilisationnelles européennes dans le monde numérique, avec des règles très strictes de transparence et de responsabilité. Madame von der Leyen, vos règles très strictes de transparence sur vos SMS et les négociations avec les contrats Pfizer, ils sont où? L'exemplarité est un peu manquante en la matière. Et tout ça, bien sûr, pour protéger les enfants, les sociétés et les démocraties. À quoi Martin Zizi, admirable médecin et épidémiologiste, a répondu « Mais oui, mais ce règlement, il est en violation directe du traité fondamental de l'Union européenne. Les démocraties n'ont pas besoin d'un ministère de la vérité, pour quelque raison que ce soit. Contrairement à l'Union soviétique, les démocraties ont besoin d'une pluralité d'opinions, d'une liberté d'expression, qui est absolument essentielle à la liberté de penser. Et tant que les expressions ne violent pas les lois, comme les lois contre le racisme ou l'antisémitisme, il n'y a aucune raison au monde, et au contraire, c'est grave et dangereux que de vouloir supprimer des contenus qui ne violent pas la loi. Et donc, Mike Eden, l'ancien vice-président de Pfizer, lui nous dit « Quand les gens comme ceux dont il est question ici nous disent ce qu'ils ont l'intention de faire, ne les ignorons pas. Quand les Nations Unies, Bill Gates et Klaus Schwab nous disent « Vous ne voyagerez plus, vous n'aurez plus de voiture individuelle, vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux. Vous ne vivrez probablement pas dans votre maison à vous, vous aurez un abonnement pour habiter une maison, comme sur Microsoft. Vous utiliserez beaucoup moins d'énergie pour tout, y compris pour vous chauffer, pour créer des produits manufacturés, etc. » Quand ils disent ça, dit Mike Eden, vous devez partir du principe qu'ils sont absolument sérieux quant à ce qu'ils expriment vouloir faire. Et donc mon ami Slobodan Despot, journaliste et essayiste, résume ça à l'essentiel. Vous n'aurez rien, mais vous serez heureux, bon ça on le sait déjà. Votre identité biologique et votre identité numérique seront fusionnées, comme ça on deviendra imperdable, on pourra être tracé et écouté en permanence. Nous mangerons des vers et des insectes pendant que nos gourous finiront le saumon fumé. Quel est le nom de la secte qui vend ce programme? Parce que nous sommes dans un délire paranoïaque sectaire et avec des gens qui sont désignés. Klaus Schwab a dit « Macron est notre homme pour produire le changement désiré en France ». Est-ce que le changement actuellement en œuvre en France correspond au désir des Français? Ils s'en fichent. Un éditorial dans le Télégraphe en Grande-Bretagne a souligné « Nous sommes maintenant une dictature élitaire où les opinions de la majorité sont écrasées. » Voilà. L'agenda 2030 s'impose dans tous nos pays, nous n'avons pas notre mot à dire, nous ne vivons plus en démocratie. Alors, il y a beaucoup de personnalités très compétentes, là je suis hors de mon propre domaine d'expertise, donc je fais usage de mes compétences de généraliste, et je vous renvoie par exemple bien sûr à Valérie Bugeaud, qui montre comment la disparition des États, l'effondrement de l'économie, la dépopulation et le transhumanisme, encore une fois, sont les objectifs explicites, assumés
des gens à qui nous avons affaire, qui sont dans un délire dont ils ont les moyens, hélas, mais qui est très pauvre intellectuellement, très sectaire et surtout infiniment dangereux et contraire aux valeurs d'humanité. Alors, ce que nous vivons s'accompagne, je l'ai déjà souligné, d'un transfert massif de richesses des pauvres et de la classe moyenne vers les plus riches. Il y a évidemment 3 sociétés qu'on abordera dans le dernier épisode qui sont Vanguard, BlackRock et State Street, qui en fait possèdent, ou plutôt sont présentes à 3 comme actionnaires majoritaires dans 85% des sociétés du Standard & Poor's 500 Index. C'est-à-dire qu'au fond, c'est eux qui possèdent le monde à l'heure actuelle. Ce sont les gens qui sont cachés derrière le World Economic Forum et l'OMS, mais avec une toile qui aujourd'hui leur donne un ascendant sur tout le monde et surtout, c'est un véritable oligopole et c'est donc à cet oligopole que nous consacrerons la toute dernière émission. Ian Watson, qui est un écrivain anglais, a très bien résumé les choses. S'il faut vous persuader, rappeler, mettre la pression, mentir, inciter, contraindre, intimider, faire honte socialement, culpabiliser, menacer, punir et criminaliser, si tout cela est considéré comme nécessaire pour obtenir votre consentement, vous pouvez être absolument certain que ce qui est promu n'est pas dans votre meilleur intérêt. Et évidemment, à ce stade, que ce qu'ils veulent contrôler, ça n'est pas le virus, c'est nous. Avec un plan dont voici l'ossature la plus vraisemblable, qu'on a vu en ce qui concerne les premières phrases et dont on voit tous les indices en ce qui concerne les suivantes. 1. Simuler une menace et créer la peur avec quelque chose de pas plus grave que la grippe, semer la zizanie et la division, apporter une solution clé en main, vaccin et cette mystérieuse plateforme à ARN synthétique sur laquelle il y a quand même beaucoup de suspicions parce qu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Ensuite, instaurer le début d'un contrôle numérique avec le QR code généralisé. Et puis les phases qui sont à prévoir, c'est l'instauration du chaos et de la loi martiale. Macron y travaille notamment. Annuler l'épargne et la propriété individuelle, dématérialiser l'argent, portefeuille numérique, et le crédit social et le contrôle intégral bionumérique et la surveillance généralisée. Ça, c'est quand même l'hypothèse la plus raisonnable qu'on puisse faire sur jusqu'où ils veulent aller. Alors, je vous renvoie à un ensemble de références extrêmement solides, intelligentes et documentées, notamment ce rapport sur le génocide économique des nations de Juliette Marin, cité par maître Virginie de Araureca dans un document que j'ai moi-même mentionné dans une précédente émission. Je vous renvoie aussi au très intéressant blog de Liliane Helkawam, qui est économiste et qui a écrit plusieurs ouvrages, notamment ses 2 dépossessions. Comment l'hyperpuissance d'une élite financière met État et citoyens à genoux et Coup d'État planétaire, un livre qui annonçait le Great Reset en 2019, sont en téléchargement libre. Et voilà, elle qui est une experte de ces questions, décrit de manière extrêmement convaincante ce qui est en cours. Je vous renvoie aussi au livre de Vincent Held, Asservissement de la déshumanisation sociétale à l'esclavage numérique. Et puis la grande activiste indienne Vandana Shiva, elle, au sujet de ce qui se passe, nous dit « S'il y a un moment dans l'histoire de l'humanité où il s'agit de se réveiller, c'est maintenant ». Et notamment avec ce projet de CBDC, Central Bank Digital Currency, donc la monnaie numérique centralisée, qui est en passe d'être imposée et qui va effectivement tous nous mettre à la merci de l'oligopole. Comment cela fonctionne-t-il de la manière suivante ? Sur le diagramme à gauche, vous avez une représentation du présent. Vous avez les banques centrales qui, dans les pays, impriment la monnaie. Puis, vous avez une banque qui, elle, propose des services et des prestations. Puis vous-même, en tant qu'utilisateur, par exemple détenteur d'une carte de crédit, vous avez une relation bilatérale avec votre banque. Et toutes les banques, une fois par jour, s'échangent tous les ordres que leurs clients ont passés. Donc, par exemple, si vous achetez un vêtement dans telle boutique, eh ben, la banque envoie à la banque de la boutique le versement correspondant et l'information reste en clause dans cette relation entre l'usager et sa banque. Avec la monnaie numérique centralisée, tout sera centralisé, comme le nom l'indique, en temps réel, et notamment, la banque centrale pourra voir quand vous êtes en train de faire un paiement. Et le cas échéant, bien sûr, de s'y opposer. Alors Christine Lagarde, qui est présidente de la BCE, a été
prise au piège des fameux humoristes russes, Vovan et Lexus, où elle a dit très clairement, oui, on est en train d'imposer la monnaie numérique, il y aura du contrôle, nous examinons si pour les montants inférieurs à 300 ou 400 euros, nous pourrions avoir un mécanisme sans contrôle. Donc tout le reste, en temps réel, quand vous ferez un achat ou une dépense, sera monitoré. Alors je vous présente Agustin Carstens, qui est directeur général de la Banque des règlements internationaux, donc la banque centrale des banques centrales, qui admet que les CBDC accorderont aux banquiers centraux un contrôle absolu sur la manière dont ils peuvent les utiliser. Et si par exemple vous n'êtes pas à jour de vos injections, vous avez dépassé votre allocation hebdomadaire de carbone ou acheté de la viande, ou que vous vous êtes aventuré en dehors de votre quartier désigné 15 minutes, oups, pas d'argent pour vous. Et donc, ce modèle que Justin Trudeau, de manière abominable, a imposé au Canada. Vous savez que quand le convoi de la liberté des routiers a convergé sur Ottawa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé l'accès aux comptes bancaires des manifestants. Et là, vous voyez, c'est allé encore plus loin, puisque une mère célibataire canadienne qui avait fait une donation de 50 $ à l'association soutenant les routiers a vu ses comptes bancaires bloqués comme mesure de rétorsion. Et donc, c'est ce vers quoi on va. Vous voyez, c'est un petit dessin humoristique, mais avertissement, hier, nous avons remarqué que vous avez critiqué le gouvernement sur Internet. Votre compte est suspendu pour 28 jours. Et c'est ça qu'ils ont à l'esprit, les paranoïaques qui nous gouvernent. Donc, l'identité digitale et le CBDC, c'est l'esclavage. En sachant, mais je passe très vite sur ces questions qui nous dépassent tous, mais qui se posent, c'est ça qui importe, qu'il y a aujourd'hui cette recherche de la fusion entre le numérique et l'organisme humain, avec BlackRock et Rockefeller qui sont aux commandes de cette fusion cerveau et cloud, et l'idée de pouvoir introduire dans le corps humain par une puce. Klaus Schwab a dit qu'à l'avenir, les enfants seront pucés, que ça sera une sécurité pour tout le monde, qui nous permettent de manière très convenient de payer sans carte de crédit. Il suffit d'avoir la puce, de passer devant le portail, et tant que le gouvernement est d'accord, vous avez sur vous toutes vos données identitaires et de santé, médicales, vous pouvez acheter des choses. Et donc, Bill Gates, là encore, lettre ouverte, c'est accessible, a déposé un brevet numéro 060606, ça ne s'invente pas, concernant un système de crypto-monnaie utilisant des données sur l'activité corporelle. Et donc voilà, ils sont très avancés dans la dictature mondiale qu'ils veulent imposer. Si on s'intéresse au biocontrôle, il faut savoir qu'aujourd'hui, des scientifiques peuvent déclencher des instincts agressifs de tueurs ou des états de souffrance extrême à distance sur des souris grâce au type de dispositif que nous évoquons. Et une des suspicions par rapport à l'injection ARN synthétique, c'est qu'il y a des nanoparticules là-dedans. Et étant donné que la recherche biomilitaire a au moins 10 ans d'avance sur ce que c'est la société civile, ce serait le fait de se demander s'il n'y a pas déjà des contenus de cet ordre. C'est une supposition, mais elle peut valoir la peine qu'on s'y intéresse. Alors pour terminer, vers quoi va-t-on ? C'est toujours bon, à mon avis, de se tourner vers Jacques Attali, qui est quelqu'un pour qui je n'ai vraiment pas beaucoup d'estime, qui se la joue en permanence. Je suis quelqu'un qui fait de la prospective, donc je décris des choses dont je souhaite qu'elles n'arrivent pas. Ouais, ça. Mais quand il a des paroles comme « le souverainisme n'est que le nouveau nom de l'antisémitisme », donc tous ceux qui s'opposent à la mondialisation dystopique comme nous venons de l'avoir, qui veulent une souveraineté des nations, sont des antisémites. Je ne sais pas si ça me donne très confiance en M. Attali. Par contre, l'analyse qu'il nous propose ici et que je partage intégralement avec vous, elle me semble digne de foi. Tout ça aura lieu. Les plus jeunes dans cette salle le verront. Comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. À mon sens, l'humanité va se diviser en 3 catégories. Les nomades de luxe qui disposeront de tous les outils de la liberté dont on vient de parler, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions, ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déraciné, libre, mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger.
Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe et qui, à la télé, se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas en être. Ça, c'est les trois catégories qui sont en train d'apparaître. Et donc, oui, pour terminer, oui, il y a un coup d'État planétaire en cours qui a déjà été réalisé à bien des égards, vu que nous sommes, en tant que peuples nationaux, dépourvus, nous avons été dépossédés des moyens de choisir le devenir que nous souhaitions. Nous sommes en train d'être dépossédés de nos possessions matérielles. Il y a un groupe d'élite qui a décidé qu'ils étaient les mieux placés pour gouverner l'avancée du monde, mais dans un système où nous allons être dépossédés de plus en plus de nos droits et de nos avoirs. Et tout ceci au profit de gens qui me semblent avoir une vision extraordinairement pathologique et dangereuse du monde et de l'espèce humaine. Donc nous en resterons là pour aujourd'hui, je crois que c'était déjà copieux, et demain, dans le tout dernier épisode de cette série, nous nous intéresserons à la question du qui. Qui est cet oligopole? Alors bien sûr, on connaît certaines figures que nous avons rencontrées à maintes reprises, mais peut-être y a-t-il encore d'autres acteurs ou d'autres filiations que celles qui sont visibles en plein jour. Et donc je vous donne rendez-vous demain pour le dernier épisode. Merci.